Bonjour, chers amis auditeurs, soyez les bienvenus dans les Libres Journal des cultures et de l'exploration de ce mois de juillet où je vous propose une émission préenregistrée. Donc nous ne pourrons lire durant l'émission vos messages, mais n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Vous savez très bien que j'y attache beaucoup d'intérêt et que j'y réponds lorsqu'il y a des questions. Donc je rappelle soit par téléphone à notre secrétariat au 01 46 51 00 85 ou par courriel à courtoisie@rc.fr. L'été s'est installé, la chaleur également, du moins aujourd'hui où nous enregistrons. Et c'est donc le moment de savourer les délices de l'eau pour ceux qui le peuvent, les ablutions en piscine ou en bord de mer. C'est aussi une période propice aux cures thermales qui soulagent et soignent grâce aux eaux minérales naturelles et à leurs vertus. Mais connaît-on vraiment l'origine et l'histoire du thermalisme qui remonte à l'époque gréco-romaine et qui connut un véritable essor au 1er siècle de l'Empire romain ? Parce que parler du thermalisme romain, c'est évoquer les vestiges archéologiques, donc plus ou moins grandioses, les aqueducs, les thermes impériaux. C'est aborder l'hygiène, et là on pense à Sénèque et sa réflexion « Dis-moi où tu te laves et je te dirai qui tu es ». Le bien-être, les vertus curatives de l'eau, donc tout ce qui est autour de l'eau, mais c'est aussi envisager des thématiques qui relèvent de la politique, de la religion, de l'histoire des mentalités, sans oublier toute une littérature qui lui est rattachée. C'est un sujet donc qui se révèle vaste et pour en parler, j'ai fait appel à une spécialiste, Madame Marie Guérin-Beauvois, qui lui a consacré sa thèse de doctorat intitulée « Le thermalisme romain en Italie, aspects sociaux et culturels aux 2 premiers siècles de l'Empire », édité par l'École française de Rome. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes enseignante-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Oui. Vous êtes ancien membre de l'École française de Rome et je Oui. vous ai invité car vous êtes une passionnée par ce sujet et sur lequel vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, je vous propose maintenant, chers auditeurs, en compagnie de mon invité, de nous plonger, de faire ce voyage dans le temps et dans l'espace, donc dans la Rome et dans l'Italie antique, en Gaule. Et puis, comme le thermalisme échappe au cadre temporel de l'Antiquité, dans la France du Second Empire, période d'apogée du thermalisme en Europe. Et l'on verra d'ailleurs que le thermalisme romain n'est pas sans incidence sur cette période. Alors, quelle est l'origine de votre intérêt pour le thermalisme romain, Marie Guérin-Beauvois ? Or, c'est un intérêt un peu personnel finalement, parce que j'avais un grand-père qui faisait chaque année une cure à Vichy. Donc, chez nous, on parlait beaucoup de Vichy. Il parlait de cette ville avec beaucoup d'émotions. Il s'y passait toujours des tas de choses intéressantes. Et puis, en plus, il y avait un médecin thermal qui lui avait donné un régime alimentaire tel, avec de l'eau de Vichy, évidemment, et d'autres curiosités qui font qu'il a quand même vécu pendant 99 ans. Donc, j'ai eu le temps de discuter avec lui. J'ai eu le temps de parler avec lui de cette vie étonnante des stations thermales dans l'entre-deux-guerres, en fait. Très bien. Et puis, du coup, c'est comme ça que vous avez été amené durant vos études, votre doctorat, à réaliser une thèse sur ce thème. Absolument. Notamment... Oui, c'est ça. Donc un jour, quand il s'est agi de choisir, parce qu'on choisit un sujet de thèse, je suis allée voir mon professeur. À l'époque, c'était le DEA que j'avais fait avec lui. Maintenant, ce serait le Master 2. Mais vous voyez, voilà. Je lui ai dit, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de parler des eaux, du thermalisme, des stations thermales. Je n'avais pas vraiment de précision sur ce sujet, mais lui m'a trouvé un sujet, celui-là, le thermalisme romain en Italie, dans une limitation géographique, parce que le sujet est vaste, et puis une limitation aussi dans le temps. Les 2 premiers siècles de l'Empire, ça veut dire le 1er et le 2e siècle de notre ère, en fait, en gros. Donc, vous avez réalisé, on imagine, un immense travail de recherche. Bon, comme tous les doctorants, nous travaillons sérieusement avec effectivement beaucoup de sources, surtout cette fois-ci des sources littéraires pour moi, surtout, donc aussi bien des textes grecs que des textes latins, et puis tous les sujets, aussi bien des textes de poésie que des traités de médecine antique, ainsi que des visites aussi sur des sites archéologiques, même si je ne suis pas archéologue, mais c'est toujours intéressant de connaître les choses et les vestiges des stations thermales antiques sont quand même très très nombreux en Italie, comme ils le sont aussi en France. Absolument. Alors, votre thèse, donc, où peut-on se la procurer ? Alors, normalement, comme elle a été publiée dans la bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, on peut se la procurer
dans les bibliothèques en lecture, dans les bibliothèques, c'est un sujet scientifique, mais normalement beaucoup de bibliothèques l'ont. Elle est encore, j'ai vu, en livre, en occasion, on peut la voir sur Amazon aussi ou d'autres sites de livres d'occasion. Et C'est sinon, bon à savoir, ça. voilà. Et Ou alors, sinon, oui. ou alors vous pouvez la voir aussi en ligne Ouais. sur un site italien qui s'appelle Torrossa. Alors c'est .it, .com, je ne sais plus, mais sur Torrossa, vous pouvez acheter par bribes, par petits morceaux, parce qu'elle fait 520 pages. Elle a été publiée il y a 10 ans, en 2015, et voilà. Donc on peut la lire si on est passionné par petits morceaux selon la thématique du chapitre. Et votre projet serait peut-être de faire quelque chose de plus Oui, court, de j'aimerais plus bien, parce dense que et 520 plus pages, vulgarisé. c'est quand même un Hmm. peu indigeste. Voilà, ça Bien que fait ce soit partie. très intéressant, mais il faut il faut le lire. Il faut avoir le temps, oui, et puis de le lire. Et puis le but était vraiment, c'était un travail scientifique. Je pense que ça mériterait, oui, un travail maintenant de synthétisation, une synthèse dans un ouvrage un peu plus de vulgarisation, plus grand public, style vie quotidienne dans les termes, ou bien le dictionnaire amoureux du thermalisme ou autre chose. Mais je pense que ça mériterait ça, oui, en effet. Écoutez, on attend et on l'espère. Alors j'aimerais que vous nous donniez justement la définition du thermalisme, parce que c'est important les définitions, et puis ça peut être vague, flou pour nos auditeurs. Ben justement, c'est un vrai sujet parce que il est très difficile de donner une définition du thermalisme. L'idée de mon travail, c'était de faire surtout une différence entre la pratique, je dirais à ce moment-là, qui serait hydrothérapeutique, l'usage de l'eau dans un cadre hygiénique, et on en reparlera plus tard, et l'eau dont on va considérer ses vertus minérales particulières, son odeur, soit sa couleur même, et dans un cadre plus médical. Donc le thermalisme, ce serait cette utilisation des eaux à vertus particulières dans le cadre, et c'est là que c'est compliqué parce que c'est à la fois un cadre médical, mais c'est un cadre empirique. C'est aussi dans le cadre de la vie quotidienne de nos amis romains, et ça n'a pas vraiment encore à voir avec la cure qui est remboursée par la sécurité sociale de nos jours. Même si, vous le verrez, nous le verrons, Oui, il y a quand oui. même des rapprochements. Des Oui, oui. rapprochements. Donc la localisation, elle est essentiellement, en tout cas pour vous, enfin elle est d'origine grecque déjà, avec le mot peut-être, et ensuite romain. Oui, alors bon, de toutes les civilisations aiment bien l'eau et forcément on voit ça comme quelque chose de miraculeux et donc l'utilisent. Donc chez les Grecs, au sein d'établissements qu'on appelait les gymnases, l'eau était là c'était de l'eau froide. C'était une eau pour les ablutions de ces jeunes gens qui se préparaient au service militaire. Donc ça avait un petit côté viril quand même, eau froide pour des douches revigorantes, vous voyez. Et le but c'était surtout l'exercice physique. Chez les Étrusques, donc avant les Romains, comme ils habitent en Toscane actuelle, eh bien, il y a beaucoup de sources qui jaillissent comme ça à l'air libre. Et donc les Étrusques ont utilisé ces eaux sans vraiment théoriser quoi que ce soit sur ces sujets. En tout cas, il n'en reste rien. Mais il est évident qu'ils les ont utilisés en faisant des petits bassins, des petites choses comme ça, mais sans véritablement faire, encore une fois, de théorie sur le sujet. Et puis, ce que nous savons, en revanche, là, on a des vraies choses, des vraies sources et des vrais vestiges. Ce sont les Romains qui, eux, vont construire des établissements thermaux. Alors, des établissements thermaux à but hygiénique ou bien des établissements thermaux alimentés par des eaux minérales naturelles. Et alors, quelle est la différence, je voulais vous demander, entre les bains et les thermes? Alors ça, c'est une S'il y en différence. a. Oui, c'est une différence. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. C'est un vrai sujet. Les gens se sont battus. Et oui. Mais à l'heure actuelle, on imagine, enfin, on pense à peu près à l'unanimité qu'il s'agit d'un vocabulaire particulier. Les bains, c'est pour des établissements de petite taille. Les thermes, c'est pour des établissements plus monumentaux. C'est juste un système comme ça. Donc les bains, vous allez les retrouver comme des bains privés dans des villas, dans des maisons particulières. Vous allez les retrouver dans des îlots de quartiers, dans les villes. Donc de taille modeste, vous voyez, réservé à un petit nombre de visiteurs. Alors que les thermes, eh bien, il s'agit là, en revanche, de choses beaucoup plus monumentales qu'on trouve dans des villes impériales, dans des villes de grandes, qui ont un rôle provincial, et bien sûr à Rome.
Et alors, il y a une distinction bien sûr entre bain privé et bain public Mmh. ou collectif. Oui. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, parfois, dans les villes, les personnes qui sont les propriétaires de bains privés les Mmh. ouvrent au public pour se faire un peu d'argent, hein, Ah oui, normalement, absolument, oui. il y a un petit commerce. Absolument, oui, oui. Ouais. Le bain est en vogue et donc fait partie de la civilisation romaine et tout le monde doit pouvoir bénéficier de la possibilité d'utiliser l'eau, de se baigner, voilà. Donc pour ce qui concerne le bain hygiénique, eh bien, vous avez, des oui, vous avez des établissements dans toutes les villes, plusieurs par quartier, plusieurs par ville et ou bien l'entrée est gratuite ou bien elle est modique et pour les thermes, c'est la même chose. Parfois, dans les grands thermes romains, bon, on les voit encore à Rome, hein, on en a des vestiges des thermes de Mmh. Caracalla, Mmh. le centre du Champ de Mars, nous avons des termes là aussi on en a des vestiges, on voit des pierres, on nous dit ça appartenait à des termes impériaux. Donc dans ces zones-là, eh bien, souvent l'entrée était gratuite et puis parfois vous aviez en plus enfin les empereurs aimaient bien faire des activités un peu exceptionnelles où on offrait non seulement l'eau gratuite, l'entrée gratuite, mais aussi l'huile pour s'enduire le corps, la possibilité d'avoir des serviettes, etc. Donc c'était une vraie institution municipale et j'allais dire nationale, pardon pour Alors, l'anachronisme. ouverte aux citoyens, ouvert, aux hommes et aux femmes? Oui, alors ouverte aux hommes et aux femmes. Alors il y a eu des scandales évidemment parce que On y pense, hein. voilà. Alors il y a des C'est ça alors, que je vous posais la dans question, ouais. certains établissements thermaux, il y a la partie des hommes et la partie des femmes, notamment à Pompéi. On en voit comme ça des termes qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, si je ne m'abuse, et enfin, qui ont été en plus restaurés plus tard. Mais ces termes-là, il y a une partie homme, une partie femme, et malheureusement, la partie des femmes n'est pas très, très reluisante et il y a très peu d'espace, il y a très peu de bassins, voilà, elle est un petit peu plus petite. La plupart du temps, en fait, c'est la séparation entre les hommes et les femmes, c'est une séparation d'horaire. Les femmes le matin, les hommes le soir, hein. C'est un petit peu ça, afin qu'ils Mmh. ne se rencontrent pas. Et c'est vrai que parfois, sous Néron notamment, eh bien, il y a eu des scandales quand hommes et femmes se rencontraient dans ces conditions. Eh bien, tout était possible, évidemment. Tout était possible, bien évidemment. Alors, là, nous évoquons depuis le début les eaux, qui ont une utilité hygiénique pour l'hygiène. J'aimerais maintenant qu'on parle, que vous nous parliez des différents types d'eau, pour le soin, en fait, ces eaux qui soulagent, voire qui guérissent. Et déjà, au temps romain, il y avait peut-être une polémique. Où est-ce que les Romains avaient réussi finalement à établir que l'eau, celle qui a des vertus particulières, hein, des eaux minérales, peuvent réellement guérir? Alors, l'usage faisait que, il y avait des personnes qui croyaient véritablement dans la thérapie par les eaux, même si ce n'étaient pas Mmh. des médecins, hein. Mmh. Mais malgré tout, on retrouve quand même des médecins. Le médecin Cels, par exemple, qui lui appartient au 1er siècle de notre ère, ou bien Galien plus tard, hein, au 2e siècle de notre ère, ou encore plus tard, d'autres médecins ont théorisé quand même et ont fait un véritable classement des eaux, hein. Alors, il ne ressemble pas exactement à notre classement aux sulfureuses, bicarbonatées, etc. Mais malgré tout, hein, ça y ressemble. Et chaque type d'eau doit soigner un type de maladie. Donc, c'est quelque chose d'assez amusant parce que certains médecins, je ne sais pas s'ils y croient, mais en tout cas, ils les théorisent. En revanche, il est évident que dans la pratique, oui, on voit quelqu'un comme Pline l'Ancien au 1er siècle de notre ère qui parle dans son histoire naturelle, hein, qui traite de nombreux sujets encyclopédiques. Eh bien, il nous parle des eaux et Sénèque lui aussi. En fait, beaucoup d'auteurs classent ces eaux en fonction de leur qualité et les utilisent aussi. Et on a de nombreux textes littéraires montrant l'utilisation de ces eaux de façon médicale, même si c'est empirique et ça n'est pas forcément reconnu comme thérapeutique officiellement. Vous Alors, voyez. j'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait que vous avez sélectionné, justement, un extrait de texte, parce que c'est vrai qu'ici, nous aimons et nous apprécions particulièrement donc, la lecture de texte. Je crois que c'est un texte de Pline Oui, l'Ancien, justement. c'est ça? Ouais. Hein? C'est un texte de Pline l'Ancien, donc dans son histoire naturelle, et notamment le livre 31 est consacré
consacrée aux eaux. Alors nous sommes au chapitre 4 et 5. Alors il parle des eaux et il nous dit « Elles jaillissent généreuses et de tous côtés en 1000 pays, ici froides, là chaudes, ailleurs chaudes et froides, ailleurs tièdes et tempérées. » D'ailleurs, un petit commentaire là-dessus, parce qu'on pourrait penser que quand on dit thermalisme, ça vient du grec, therma, donc ça veut dire chaud, et on pourrait se dire, il n'utilisait que les eaux chaudes. En fait, non. C'est juste, Par exemple, Auguste avait été guéri par une cure d'eau froide, et à partir de là, l'engouement des eaux froides a été énorme au 1er siècle de notre ère. Donc, si vous voulez, c'est important. Voilà. Il n'y a pas seulement la reconnaissance de l'eau chaude, mais aussi tiède, froide, etc. Ensuite, il continue. Proposant des secours contre les maladies et sortant du sol pour le seul profit des hommes, entre tous les êtres vivants, elles accroissent sous divers noms le nombre des dieux et fondent des villes comme Puzzol en Campanie, Statiel en Ligurie, Aix dans la province de Narbonnaise, c'est notre Aix-en-Provence. Donc vous voyez, l'eau qui fonde une ville, c'est intéressant. Je trouve que ça, on en reparlera là aussi, mais il y a quelque chose d'assez moderne dans cette conception de l'eau. Et il continue, on n'en trouve pourtant nulle part abondance plus grande qu'au golfe de Bayès. Alors je ne sais pas si on va dire Bayès comme en français ou Baia comme en Italie. Disons Baia, puisque nous voyageons. Très bien. Alors Baia, c'est cette zone de l'ouest du golfe de Naples, tout près de Puzzol justement. Et vous avez Misène au fond, Cume, au sud, Cume n'est pas très loin. Donc une zone antique bien connue et assez symbolique aussi. Donc il nous dit, on n'en trouve pourtant nulle part abondance plus grande qu'au golfe de Baia, ni qui ait plus de vertu médicale. C'est là que ça nous intéresse. Et il poursuit. Les unes agissent par la vertu du soufre, d'autres par celle de l'alun, du sel, du nitre ou du bitume, quelques-unes aussi par l'effet d'un mélange acide ou salé. Certaines sont utiles par leur seule température et leur efficacité est si grande qu'elles chauffent les bains et font même bouillir l'eau froide dans les baignoires. Donc des eaux qui ont une utilité pas seulement médicale, vous le voyez pour la fin, mais dont on reconnaît officiellement les vertus et la composition particulière. Passionnant. Et une question que je voulais vous poser, est-ce qu'à l'époque, pour faire ce qu'on appelait d'abord ça une cure thermale, est-ce qu'on allait faire une cure ou est-ce qu'on allait au therme ? Alors là aussi, c'est compliqué. Là, nous parlons bien des thermes alimentés par des eaux minérales naturelles, chaudes, froides, qui sentent le soufre, l'œuf pourri, ou ce que vous voulez. Mais alors, dans ces conditions, il y avait, et ça va surprendre les auditeurs, et j'imagine, il y avait une tradition qui remonte assez loin, puisque 21 jours était le temps idéal pour faire une cure. Ça nous parle ? Absolument, mais absolument. Donc, vous restiez 21 jours, et puis au sein de ces 21 jours, vous aviez toute une série d'activités qui étaient, et notamment ce qui avait été très préconisé, c'était la longueur du bain, une demi-heure tout d'abord, puis on augmentait jusqu'à 2 heures de bain par jour, tout cela progressivement pour revenir ensuite à la demi-heure nécessaire. Et donc, nous retrouvons des choses étonnantes déjà dans l'Antiquité. Et autre chose, est-ce que c'est pour faire une cure thermale, donc est-ce qu'on avait des prescriptions médicales ? Alors c'est ça qui est dommage, c'est que nous n'en avons pas retrouvé. On n'a pas d'ordonnance. J'ai pas retrouvé d'ordonnance, même de l'épigraphie ou une inscription qui nous dirait non. Mais on a comme ça quelques textes, des préconisations. Oribase nous en parle. Mais j'aurais bien aimé, si vous voulez, ce serait beaucoup plus simple pour définir le thermalisme, d'avoir un mot antique qui dit thermalisme et des prescriptions particulières. En revanche, nous avons certains témoignages ponctuels dans des textes. Alors, qui dit thermalisme dit architecture thermale. Donc voilà, nous allons venir à ce chapitre-là qui est quand même fondamental. Peut-être pourrions-nous commencer. Donc on l'a vu, il y a l'hygiène ou le soin, donc une architecture qui va varier en fonction. Donc on distingue peut-être déjà les grandes villes, le milieu urbain. Oui. Alors pour le milieu urbain, que ce soit les petits thermes, donc les petits bains locaux, ou bien les grands thermes impériaux ou des thermes de villes provinciales, donc ce sont des établissements monumentaux. Donc là, vous allez avoir une alimentation par l'eau, je dirais normale. Je mets plein de guillemets. Donc l'eau courante. Donc vous avez évidemment des aqueducs pour alimenter ces établissements, des canalisations au sein des quartiers, les établissements eux-mêmes sont dotés de bassins
de salles particulières qui ont leur nom. Apoditerium, c'est un nom grec qui veut, c'est le vestiaire. Vous avez le frigidarium, le nom le dit bien, c'est froid, c'est la salle froide. Le tepidarium, la salle tiède. Le caldarium, la salle chaude, évidemment. ouais. Et puis vous avez des étuves, laconicum, qui sont des étuves sèches, contrairement à certaines étuves concamerata sudatio, comme dit Vitruve au 1er siècle, qui sont des étuves plus humides. Donc voilà. Donc ça, on retrouve ça, alors en double, en triple parfois, 3 salles dans le même but, dans les thermes impériaux. Sinon, une seule petite salle dans les bains publics, dans des quartiers. Donc ça, ça permet d'avoir un circuit et de suivre ce circuit pour tous les baigneurs. Et avec un chauffage au sol qui vient du sol. Effectivement, ça, c'est intéressant puisque aussi, l'eau ça, n'est pas chaude, il faut bien chauffer ces pièces. Ouais. Et alors, c'est d'ailleurs, pour l'archéologue actuel, je ne suis pas archéologue, mais justement, au moins pour moi, c'est un repère. Lorsque vous allez voir des vestiges et que vous voyez ces pilettes constituées de briques carrées qui se superposent les unes sur les autres et qui émaillent comme ça un sol, vous savez que ces briquettes-là, elles devaient soutenir un plancher, qui était donc un plancher chauffé par le sol. On était quand même très moderne chez les Romains. Et donc, ces salles étaient chauffées par le sol, par le système qu'on appelle donc l'hypocauste. Et les salles chaudes étaient chauffées ainsi, et les bassins chauds également. Donc vous aviez ce genre de système, et vous voyez que finalement les thermes et les bains étaient un champ d'expérimentation pour les architectes romains assez étonnant, et très souvent c'est grâce à ces établissements thermaux que les progrès en architecture ont été fulgurants parfois à Rome. Oui. Comme je le disais en introduction, vraiment du thermalisme, on part du thermalisme, mais vraiment, il y a des incidences absolument passionnantes et nombreuses et variées. Absolument, parce qu'en plus, comme les thermes faisaient partie de la vie quotidienne, il s'agissait de rendre ce quotidien le plus confortable possible, finalement. Et donc, ça parlait à tout le monde. Et donc, oui, un champ d'expérimentation en architecture aussi. Alors donc, effectivement, une civilisation très urbaine, et là, vous l'expliquez. Et qu'en est-il ensuite des termes qui utilisent les vertus particulières de l'eau ? Alors, question donc, en ce qui concerne l'architecture. Voilà, donc là, c'est un petit peu différent, évidemment, parce que les Romains avaient ce sens du sacré. On le voit très bien à Aquae Sulis, c'est-à-dire Bath actuelle. Et donc, vous avez la source qui a été canalisée, mais on garde le lieu de la source comme un lieu sacré auquel on ne touche pas. Mais en même temps, on a l'intention d'utiliser l'eau au plus près de la source pour en avoir les bienfaits les plus forts qu'ils soient. Ce qui fait que dans les stations thermales, dans les lieux thermaux, vous avez des bassins qui sont construits un peu partout là où jaillit une source. Et on ne peut pas, à ce moment-là, avoir de circuit obligé, d'architecture qui se ressemble, qui ressemble d'un lieu à l'autre. Donc vous avez des endroits où vous avez des bassins à l'air libre, des grandes piscines alimentées par les eaux thermales. Vous avez des endroits où on a voulu quand même une partie hygiénique, donc on va retrouver le circuit habituel des thermes hygiéniques, mais à côté va s'accoler un petit bassin, une petite baignoire, des petites salles pour utiliser les boues, voilà, des choses comme ça. Et y a les stations thermales, pour cela, sont un petit peu étonnantes parce qu'on ne peut pas retrouver de schéma type, de plan type. Voilà, c'est ça. Et autre chose aussi, là, je reviens à Rome parce que j'avais noté, hors antenne, on l'avait évoqué, le fait que donc, dans les termes à Rome, il y avait parfois des endroits assez importants, assez spacieux, où on se rencontrait, et l'importance de la lumière déjà, et des baies lumineuses. Oui, absolument. Vous nous en disiez 2 mots là. Oui, c'est vrai. Si vous voyez, maintenant, on fait des tas de choses formidables grâce au numérique. Et donc, là où il reste 3 pilettes d'hypocauste, on reconstruit des thermes gigantesques. Et donc, ça parle beaucoup. Pédagogiquement parlant, c'est quand même fabuleux. Et ça nous parle beaucoup. C'est comme ça qu'on a redécouvert la manière dont étaient éclairés
ces lieux thermaux, parce qu'il est évident que recevoir du monde sous-entendait des grandes pièces, un éclairage important, et donc l'entrée de la lumière était là, d'autant que très souvent cette lumière, elle sert aussi à réchauffer des salles, et ça évite d'avoir des braseros partout pour que les baigneurs n'aient pas froid. Donc ces baies vitrées, je vais faire un anachronisme épouvantable, mais si on veut en avoir une idée, alors bon, regardons les reconstructions en numérique, mais si on veut en avoir une idée, regardons certaines de nos gares du 19e, avec ces salles des pas perdus éclairées par d'immenses baies vitrées, eh bien ça ressemblait un petit peu à ça, vous voyez. Alors avec un côté semi-circulaire, mais les baies vitrées qui éclairaient les lieux thermaux ressemblaient un petit peu, vous voyez, à ce genre monumental de nos gares, vous voyez. Il n'y a eu aucune copie à ce moment-là en France, enfin à l'époque. J'aimerais bien imaginer qu'il y ait un petit rapport. Oui, tout à fait. Bon, alors pourquoi pas. On va dire pourquoi pas. Les architectes s'inspirent forcément de ce qui marche bien, et voilà. Je pense qu'il doit y avoir un lien, certainement. Ça, c'est à creuser. Thème intéressant. Et puis maintenant, je vous propose qu'on évoque peut-être une journée dans un établissement thermal. Alors, il y a un parcours codifié. Vous parliez tout à l'heure d'un circuit, c'est ça ? C'est ça. Alors, si on fait une journée, là, ce que vous voudriez, c'est une journée dans un lieu thermal. On fait une cure, quoi. On fait une cure. On fait une Absolument. Une journée dans les 21 jours. Voilà. Allez. Une journée dans les 21 jours. Alors, ce qui est amusant dans cette journée dans les 20, sur 1 sur 21, c'est que vous allez retrouver, bien sûr, l'utilisation des eaux, mais plein d'autres choses. Et tout à l'heure, vous parliez des termes romains, des termes impériaux et de ces grands termes qui avaient des lieux de convivialité, Odéon, le lieu où on se retrouvait pour discuter, portique, etc. Et en fait, là, on est dans une station thermale où on est venu pour se prélasser, se soigner souvent. Mais en tout cas, on va retrouver un petit peu ce même genre de choses. Alors, la journée, bien, on va avoir un temps qui va être consacré à l'utilisation des eaux. Souvent 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Utilisation des eaux qui, selon la maladie et selon le lieu, peut être un bain, peut-être un bain, alors un bain local. Si c'est un rhumatisme du pied, on pourra aussi ne se laver que le pied, vous voyez, et le tremper doucement. Voilà. Et d'ailleurs, dans certains établissements thermaux, vous avez des tout petits bassins à côté des grands bassins pour ces ablutions plus petites. On va pouvoir aussi avoir des douches un peu plus vigoureuses. L'utilisation des boues dans certains lieux thermaux aussi. Ça fait penser à quelque chose de très actuel. Absolument. Donc boues, algues, massage, salle de massage, bien sûr. Voilà, on est presque au spa, franchement. Là, voilà. En thalasso. Pour ne pas dire le mot. En thalasso, on ne peut pas le dire, mais on y est presque. Donc ça, c'est le côté... vous allez boire aussi l'eau. Vous allez boire l'eau. Il y avait des excès monumentaux. Alors là, certains Romains, certains écrivains montrent certains excès parce qu'on allait jusqu'à boire 10 ou 12 litres d'eau. Donc là, ça ne faut pas exagérer non plus. Donc voilà, vous voyez, quelque chose qui est du domaine à la fois empirique, mais qui fonctionne aussi. Donc, l'eau. Mais vous aviez plein d'autres choses. Donc Cicéron, alors on est un petit peu avant ma période, c'est-à-dire le 1er siècle avant Jésus-Christ, mais Cicéron parle de marche à pied, de natation, parle de diète, régime alimentaire. Vous aviez pas de diététicienne, mais malgré tout, il y avait quand même un régime alimentaire précis. Vous aviez aussi des loisirs qui pouvaient être d'écouter de la musique ou bien d'assister à des spectacles. Et puis, il y avait également la possibilité d'aller en barque, parce que le mouvement de l'eau sur votre organisme était considéré comme bienfaisant dans certaines maladies. Vous voyez ? Donc, on utilisait vraiment tous les ressorts, à la fois pour le bien du corps, mais aussi, j'ai l'impression, de l'être en tout toute son unité, en fait. Absolument. Le bien du corps et de l'esprit. Et de l'esprit. Mais on n'a rien inventé. Mais non. Absolument, je suis bien d'accord. Absolument passionnant. Donc, oui, ça vous... Voilà. Alors, oui, si je voulais vous demander quand même, est-ce qu'il y avait quand même des phases de repos, comme on a aujourd'hui ? Oui. Ça existait ? Oui, il y avait des phases de repos. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des textes... Alors,
quand je dis des textes, je suis désolée, ce ne sont pas des textes médicaux, ce sont des textes de personnes qui ont vécu une cure et qui vous le disent. Oui, ils trouvaient que c'était fatigant. Donc, il y avait des moments de repos, des moments de sieste, j'allais dire presque, vous voyez. Et puis, parfois aussi des moments de coupure dans la cure. C'était pas 21 jours non-stop. Il pouvait y avoir des moments où des jours off. D'accord, très bien. Sans anglicisme aucun. Non, absolument. Ça, loin de moi, cette idée. Alors, chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration du jeudi 10 juillet. Donc, il est dirigé par Pascal Maurer. Le thème donc aujourd'hui est le phénomène du thermalisme romain. Et je m'entretiens avec donc notre invitée Marie Guérin-Beauvois, qui est enseignante-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille et ancien membre de l'École française de Rome. Notamment donc, pour sa thèse remarquable, le thermalisme romain en Italie, aspects sociaux et culturels aux 2 premiers siècles de l'Empire, édité en 2015 par l'École française de Rome. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée et que je ne pourrai lire en direct vos messages, mais n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Voilà, je vous propose peut-être un bobino d'abord. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors Marie, on avait évoqué la natation donc durant cette journée type thermale. On parlait de natation, on parlait de bain de boue, de massage. Donc thalassothérapie, quelques mots dessus, à ce sujet? Oui, parce qu'effectivement, dans les lieux thermaux alimentés par des eaux minérales naturelles, chaudes, froides, comme vous voulez, effectivement, on pouvait faire de la natation, nager dans des grandes piscines qui étaient aménagées pour cela, aussi bien couverte qu'à l'air libre. Mais lorsque les Romains ont découvert que ont vu que l'eau salée pouvait être bonne pour la santé, eh bien, ils en ont profité. Et le mot thalassothérapie, évidemment, n'existe pas, mais l'utilisation des eaux de l'eau de mer, elle est avérée. Alors là aussi, pour nager dedans, on la transporte et on la fait chauffer parfois pour certaines cures, notamment rhumatismales. Alors on ne la boit pas parce que quand même c'est un petit peu c'est un petit peu difficile. Cela étant, il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est le sérum de Canton. Quinton. D'accord. Et qui est vraiment de l'eau de mer à boire, mais bon, ça c'est certainement purifié, etc., sous forme d'ampoule et qui requinque bien. Oui, un bon reconstituant. Bien. Je ferme la porte. Très bien. Donc voilà, thalassothérapie, ça existait exactement, comme à l'heure actuelle, enfin exactement, non, je plaisante un peu. Et il y avait aussi des cures de soleil, qui allaient ensemble sur des lieux qui s'appelaient non pas des solariums mais des héliocaminus, mais ça ressemble un petit peu, ça vient du grec, et vous aviez des espaces où on pouvait prendre le soleil. Donc, on ne savait pas encore le lien avec les vitamines D, j'imagine. Non, mais ça requinquait quand même. Oui, donc tout ça est empirique. Oui. Et c'est étonnant parce que les découvertes ultérieures ont prouvé le bien fondé de ces idées-là. C'est pour ça que c'est passionnant de vous entendre aujourd'hui. Alors, je voudrais maintenant que nous parlions de l'extension du phénomène thermal avec la villégiature thermale, qui à l'époque est un phénomène neuf, qui a une portée tout de même très très grande. Et peut-être, est-ce que vous voulez qu'on commence d'emblée par une ville emblématique, ou est-ce que vous voulez commencer par nous dire quelques mots sur la villégiature, voilà, comme vous voulez. Non, commençons par Baïa. Alors voilà, Baïa, que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc Baïa, cette fameuse cité de Baïa, qui a servi de modèle en fait, je crois. Oui, parce que Baïa, c'est l'ouest du golfe de Naples. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, elle se couvre de villas, de rapports, de villas splendides, plus ou moins richement décorées. Mais c'est le lieu, je dirais, c'est the place to be, vous voyez, un petit peu. Donc c'est la place où il faut être. C'est ça. Alors, décidément, il faut que j'arrête mes anglicismes. Nous avons un cochon, mais il est un tout petit peu excentré là. Donc normalement, vous devez mettre une petite pièce. Ah oui, je vais mettre un billet, visiblement, pour le moment. Non, on n'est pas si exigeant. Voilà. Non, c'est vrai que c'est le lieu où il faut être, on a l'impression, parce que la notoriété de Baïa se poursuit. Alors Baïa, c'est un lieu étonnant, effectivement, parce que c'est pas très loin de Rome. Donc vous voyez, on peut faire une journée de route et puis se retrouver à Rome se retrouver à Rome en venant de Baïa pour vaquer à ses occupations de citoyen romain et repartir pour Baïa. Donc il y a cet aspect-là, pas trop loin de Rome.
Et il y a une richesse en eau minérale, en vapeur sulfureuse notamment, qui est exceptionnelle. Donc nous sommes à l'ouest du golfe de Naples, comme je vous le disais, et il y a des vapeurs qui jaillissent à l'intérieur de la colline, hein, et des établissements thermaux qui sont à flanc de colline pour profiter de ces vapeurs et de ces eaux qui jaillissent. Les villas, elles, en revanche, sont plutôt construites au-dessus de la colline ou bien au niveau de la mer, dans des proportions totalement fastueuses, avec des petits ports privés, des lieux pour se baigner, des plages privées aussi, pourrait-on dire. Enfin, voilà. Et tout ça se construit sur le littoral depuis Puzzol. Donc vous avez une succession de riches villas. Les textes anciens sont particulièrement précis dans leur description. Et puis, alors ce qui est fabuleux, c'est que la zone est particulièrement agitée par les mouvements volcaniques. Et on est près du Vésuve. On est près du Vésuve, donc ça ne nous étonne pas. Mais en plus, Baia est tout près de ce qu'on appelle la Solfatara. Si vous y allez, c'est un paysage lunaire. Hein. C'est un endroit où jaillissent et glougloutent des petites bulles de soufre constamment. Parfois, vous ne pouvez pas voir le paysage parce que tout est enfumé. Bon. Donc cette zone-là est très volcanique et très agitée encore à l'heure actuelle. Et en outre, toute la côte est animée d'un mouvement sismique étonnant qu'on appelle le bradicéisme, du grec bradus, qui veut dire lent. Donc c'est pas l'éruption du Vésuve d'un coup, mais il s'agit d'un mouvement ascendant ou descendant, lent, donc un séisme lent. Donc moi, quand j'étais allée dans les années 90, vous voyez, c'est très très vieux, dans cette zone-là, on ne voyait que très peu de choses parce que tout s'enfonçait. Et depuis les années 2000, le sol remonte. Ce qui fait que sont remontées à la surface des choses formidables, notamment à la surface ou pas trop loin de la surface, notamment tout ce littoral qui avait été oublié et qui est le littoral antique construit, aménagé avec de merveilleuses villas. Et qui avait été englouti. Donc c'est l'Atlantide. C'est exactement. D'ailleurs, on a vu récemment, et on peut le voir peut-être encore, sur Arte, un documentaire assez intéressant parce qu'il fait parler des scientifiques qui sont des chercheurs et qui en plus font des fouilles sous-marines, et on voit le travail fait par ces gens qui est absolument épatant, parce qu'ils ont remis au jour ce qu'on pensait, parce que les textes le disaient, mais dont on n'avait aucune trace. Et grâce à ce mouvement donc, de remontée du sol, et eux qui vont fouiller les sols, la mer sous dans cette zone-là, eh bien, nous retrouvons ce que décrivent les auteurs anciens. Et ce qui est intéressant, ça vous me l'avez confié aussi, c'est que vous aviez évoqué la thèse d'une espèce de construction d'île dédiée au thermalisme, juste en face donc de la côte. Et maintenant, ça commence, justement, grâce à ces fouilles, à être mis vraiment en exergue. Exactement, parce qu'il y avait quelques... Moi, à l'époque, c'était un texte, ou plusieurs textes, notamment un de Pline, mais je crois que Sénèque le disait aussi. Il y avait une petite fresque, ou en tout cas une représentation picturale qui montrait au large de Baia une sorte d'île, et on se demandait bien ce que c'était que ce rocher tout seul avec des bâtiments dessus. Et il semblerait effectivement qu'ils aient trouvé, alors ça c'est un gros point d'interrogation, c'est encore qu'une hypothèse, mais ils aient trouvé le lieu de cette île artificielle au large de Baia qui était construite pour exploiter des eaux qui jaillissaient au milieu de la mer. C'est vraiment fabuleux. Baia, c'est donc un lieu de résidence, comme vous l'avez dit, assez luxueux, donc pour les empereurs. Et les empereurs, il se passe c'est un lieu de luxe, de bien-être avant toute chose, mais c'est aussi un lieu à la réputation sulfureuse, sans faire de jeu de mots. Absolument. Oui, parce que, comme je vous le disais, on n'est pas très loin de Rome, donc les choses, les liens se font, se défont, les complots se tissent, et beaucoup de choses se passent à Baia.
Et c'est vrai que le fait que les grands de ce monde-là y aient une villa et si fréquente en dehors de Rome, eh bien, toute cette ambiance-là était propice à la création de mouvances, de complots, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous nous avez choisi un texte au sujet de l'assassinat d'Agrippine par son fils Néron. Exactement. Alors, Néron n'était pas c'était pas une première. Pour lui, il avait déjà tué Britannicus et puis plein d'autres. Mais il envisage de se débarrasser de sa maman, Agrippine, et une occasion se présente parce qu'il fait une fête à Baïa. Donc, vous voyez, le lieu lui-même, c'est le lieu de prédilection des empereurs. Néron y est, et il fait une fête. Alors, je vous cite, c'est du Tacite, hein, on est dans les Annales de Tacite, au chapitre 14, au livre 14, pardon, chapitre 3. Et donc, je vous cite quelques petits passages comme ça qui racontent cet épisode tragique dont le but était de tuer Agrippine, la mère de Néron. C'est-à-dire Néron, y attira sa mère. Il attire sa mère à Baïa. Il faisait courir la rumeur d'une réconciliation et Agrippine s'y laissa prendre. Elle fut alors invitée à un banquet pour que, durant la nuit, on puisse préparer le meurtre, et il est prouvé qu'il y eut un traître et qu'Agrippine fut au courant de l'attentat. Mais elle se demandait s'il fallait y croire. Elle se fit transporter en chaise à Baïa, et là, la gentillesse écarta ses craintes. Elle fut reçue avec bienveillance. Néron, par sa longue conversation, réussit à faire durer le repas et la reconduisit à son départ en l'embrassant. Tacite ajoutait que, en fait, il essayait de faire durer le repas parce que pendant ce temps-là, on essayait de préparer le crime. Hein. Il fallait que le repas dure longtemps. Magnifique. Alors ensuite, un petit peu de poésie de la part de Tacite. Une nuit brillante d'étoiles et dont la paix s'unissait au calme de la mer semblait préparée par les dieux pour mettre le crime dans toute son évidence. Le navire n'avait pas encore fait beaucoup de chemin. Avec Agrippine étaient 2 personnes de sa cour, Crépéréus Gallus et Acéronie. Tout à coup, à un signal donné, le plafond de la chambre s'écroule, la chambre dans laquelle il se trouvait dans le bateau. Hein. Dans le bateau. Le plafond de la chambre s'écroule sous une charge énorme de plomb. Crépéréus, écrasé, reste sans vie. Et Acéronie eut l'imprudence de s'écrier qu'elle était Agrippine, qu'on sauva la mère du prince. Et elle fut tuée à coups de crocs, de rames et des autres instruments qui tombaient sous la main. Vous voyez l'ambiance. Hein, le but, c'était vraiment de tuer Agrippine. Alors Agrippine, elle assiste à ça. Et Tacite nous dit, Agrippine, qui gardait le silence, elle avait bien fait, fut moins remarquée et reçut cependant une blessure à l'épaule. Après avoir nagé quelque temps, elle rencontra des barques qui la conduisirent dans le lac Lucrin, d'où elle se fit porter à sa maison de campagne. Donc vous voyez, Agrippine sait nager, hein, elle arrive à nager pour retrouver des barques et qu'on la sauve. Bon, la suite, je ne la donne pas parce qu'elle s'est sauvée là, mais après, on connaît sa destinée malheureusement. Exactement. Voilà, donc vous voyez, c'est le lieu de tous les crimes. Enfin, ça peut être le lieu de tous les crimes, de tous les délices, de toutes les délices, mais aussi de tous les crimes, hein, Baïa. Et du coup, ça a une mauvaise réputation, donc ça donnait un mot aussi, oui, je crois. C'est ça. Alors, au mot, alors c'est marrant parce que c'est comme tous les lieux un peu fascinants, il n'y a pas que du négatif. Et donc, comme le lieu est superbe, vous pouvez y aller d'ailleurs. Il faut y aller. Mais il faut y aller, c'est l'été. Il y a un parc archéologique maintenant qui est rouvert. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et le lieu est très joli. En plus, pas très difficile d'accès par le train depuis Naples. Donc, il faut y aller. Voilà. Bon, chers auditeurs, si vous passez vos vacances en Italie, eh bien, n'hésitez pas. Je pense que vous ne serez pas déçus du détour. Hein. Absolument. Et donc, à cette époque-là, Baïa était, comme maintenant, un lieu délicieux. Donc, les auteurs anciens sont partagés entre la description d'un lieu fabuleux, délicieusement romantique, si je puis dire, et justement leur lucidité sur ce qu'il s'y passe. Et c'est sûr que Baïa devient, au pluriel, sous la forme de Baiae, mais c'est vrai que dans l'Antiquité, c'était Baiae, c'est pour ça que chez nous, ça s'écrit Baies, au pluriel, parce que les sources sont nombreuses, donc le lieu est éclaté, et donc c'est un lieu pluriel, lui aussi. Donc le lieu de Baiae était considéré comme un nom commun pour dire des eaux chaudes.
Voilà. Donc Oui. on le voit par exemple très facilement dans l'Antiquité tardive. Mais parfois aussi, le mot est utilisé sans autre commentaire pour montrer qu'on désigne un lieu de perdition, un lieu de prostitution, le lieu de tous les crimes. Voilà. Hein. Donc la réputation, là aussi, si je puis me permettre, de Baïa est un peu sulfureuse, oui. Oui, absolument. Alors, ces termes, pour en revenir d'une façon générale à tous les termes, en fait, on le voit, deviennent des lieux de rencontres, des lieux de réunions incontournables et de sociabilité. Et en fait, les termes furent institutionnalisés. Oui, c'est vrai. Alors là reprenons les termes hygiéniques, hein, ceux qui sont alimentés par de l'eau courante, normale, sans que la vertu minérale ait été remarquée. Ils font partie, ces bains ou ces thermes, ils font partie de la panoplie des édifices publics que toute ville digne de ce nom doit avoir. Toute municipalité digne de ce nom doit avoir. Donc, dans le cadre de la conquête romaine, il est nécessaire pour toute nouvelle cité qui veut montrer sa bonne intention envers Rome, il est très important d'avoir un sénat, un temple à Jupiter, Junon, Minerve, vous voyez, mais aussi des thermes, hein, ou des bains, selon la richesse de la municipalité. Donc ça, c'est sûr que c'est essentiel parce que hygiène, bien sûr, parce que Rome montrait par là qu'elle avait le pouvoir sur l'eau, et donc qu'elle était toute puissante. Hein, c'était un moyen de montrer sa grandeur et de dire aux populations soumises, regardez, si nous sommes suffisamment forts pour dompter les eaux. Hein. Donc ça, c'est le côté terme local. Hein. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous m'avez appris que le mot terme est un mot qui se dit au pluriel et non pas au singulier. Absolument. Oui, terme, c'est au pluriel. Toujours, on ne dit pas un terme, on dit des termes, sans doute parce qu'ils sont justement monumentaux. Donc un phénomène singulier, on le voit avec un développement spectaculaire hein, dans le monde romain, mais un phénomène en fait qui va dépasser la simple hygiène ou le simple soin. Et c'est là où j'aimerais que nous en venions. Le thermalisme, les termes vont avoir d'autres fonctions tout à fait fondamentales, notamment sociales. Donc c'est une des occupations favorites des Romains. Donc on l'a dit, lieu de rencontre, d'aventure amoureuse. Et donc bien sûr, on comprend que cela est servi de thème, de sujet aux auteurs de l'époque. Et je crois que là, vous avez une poésie, un extrait de poésie à nous lire. Alors oui, je vais sortir de l'Italie pure, mais sortons d'Italie. On parle aussi du monde gallo-romain. Hein. Exactement. Ouais. Hein, c'est vrai que j'aurais pu choisir des poètes ou quelqu'un comme Ovide ou Martial qui sont assez lucides hein, sur ce qui se passe à Baïa, mais j'ai choisi un personnage du 5e siècle, donc plus proche de nous, qui s'appelle Sidoine Apollinaire, qui est gaulois, qui vivait à côté de Clermont-Ferrand dans une ville qui est actuellement la ville d'Eda, hein, il nous décrit sa villa. Et sa villa il l'appelle son Avitacum, puisque c'est le nom de cette petite ville dans laquelle il est. Donc c'est les Carmina de Sidoine Apollinaire, et on est au Carmina numéro 18. Je vous cite exactement ce qu'il dit, et vous verrez combien le rapport entre la Gaule et Rome et le monde romain est proche, et combien justement Baïa est complètement présent dans l'imaginaire et dans le quotidien des Gaulois du 5e siècle. Si tu daignes, voyageur, visiter notre Avitacum, donc sa maison du bord du lac, je souhaite qu'elle ne te déplaise pas. Puisse en retour te plaire ce que tu possèdes toi-même. Son toit s'élève aussi haut que le cône de Baïa, et une pointe semblable brille sur son majestueux sommet. Donc là, il décrit sa maison avec force, détail, et il en est fier. L'onde gazouillante qui tombe de la crête d'une colline voisine murmure plus allègrement que les eaux coulant du Gaurus. La riche Campanie renierait le Lucrin si elle apercevait l'étendue de notre lac. Le rivage campagnen est orné d'oursins pourpres. Tu retrouves leurs 2 caractères voyageurs dans nos poissons. S'il te plaît de partager nos joies d'un cœur content, visiteur, tu peux recréer ici Baïa dans ton imagination.
Vous voyez, un Sidoine Apollinaire. Bravo, mais quel lyrisme. Voilà. Ah oui, il est fier de sa maison, mais vous voyez, il l'a décrit fortement bien en tout cas. Exactement. Et ce qui est amusant, vous le voyez, c'est que lorsqu'il parle des oursins de Bahia et des poissons du lac d'Eda, si vous y allez à l'heure actuelle aussi, on peut le voir, ce lac est très très joli, près de Clermont-Ferrand, eh bien, vous voyez aussi que, entre autres activités culturelles, il y avait la pêche et puis il y avait la gastronomie. Déjà, exactement. Notre pays... Donc les huîtres des environs de Bahia étaient très connues. Le vin campagnen l'était aussi. Et ici, donc, vous voyez, vous avez les poissons pour la Gaule. Donc voilà, tout ça fait partie d'un mode de vie particulier. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est important, absolument. Donc la culture, il y a également l'aspect politique, puisque au sens d'une activité, finalement, le thermalisme est une activité qui participe à la vie de la cité. Oui. Et puis, je passe, mais je voudrais qu'on s'attarde sur l'aspect religieux et la pratique religieuse. Oui, parce que c'est tout à fait intéressant. Oui, pour toute civilisation, je l'avais dit, on l'avait dit tout au début, à partir du moment où vous avez de l'eau, il y a quelque chose de miraculeux et de formidable. Donc les Romains, comme d'autres civilisations, attachaient beaucoup d'importance à l'eau et avaient des divinités qui présidaient aux eaux. Donc il y avait un culte des eaux, des sanctuaires des eaux, etc. Mais la différence du thermalisme, c'est que ces eaux n'étaient pas considérées comme thermales, curatives, thérapeutiques, si vous voulez. Mais il y avait quand même ce sentiment profond de l'homme romain, je dirais, pour remercier la divinité envers la merveille que sont les eaux. Nous, dans notre recherche, moi, ce que j'aurais bien aimé trouver, c'était pour nos eaux thermales une divinité unique. Oui. Qui aurait été là pour présider à toutes les eaux thermales et en plus qui aurait été la divinité privilégiée, guérisseuse. Bon, ça, je n'ai pas trouvé. Donc, il n'y a pas une seule divinité pour toutes les eaux thermales, il n'y a pas une seule divinité qui guérisse par les eaux thermales. Vous voyez la différence? Et donc ça, c'est, on aurait pu... Alors, parfois, effectivement, on retrouve, vous connaissez le dieu Esculape et sa parèdre Hygie, on les retrouve, mais c'est ponctuel, c'est peut-être parce que non, ce sont des ex-voto que l'on retrouve, peut-être que sur cette inscription, le personnage qui a fait son ex-voto avait un attachement particulier. Bon. Mais ex-voto sans justement souci de remercier pour une guérison. Non. Sans dire merci à Esculape, parce que c'est grâce à lui que j'ai été guéri. C'est ça que j'attendais, moi, mais je n'ai pas ça. Mais vous m'y faites penser, et c'est vrai que nous avons reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, Jean-Louis Boudard, qui a remonté la Seine, les sources de la Seine jusqu'à la Manche, donc à vélo, et qui nous parle, et qui nous parlait de Sequana, aux origines de la source de la Seine, pour laquelle il y avait une dévotion. Exactement, et qui a donné son nom à la Seine. C'est ça, parce que la déesse Sequana, donc déesse de la Seine, a été vénérée. On a retrouvé des ex-voto aux sources de la Seine qui sont assez étonnants. Et donc, il y a de l'eau, il y a une divinité, forcément. Mais de là à ce que cette divinité soit guérisseuse, c'est là mon problème. Alors, en revanche, ce que l'on retrouve quand même de façon assez récurrente, c'est alors parfois Apollon, mais là encore... on ne dit pas qu'il est guérisseur. Et c'est le personnage d'Hercule, ce demi-dieu. Héraclès, Hercule, on le retrouve dans les lieux thermaux quand même assez souvent. Dans ma thèse, j'ai fait une sorte de proportion de toutes les divinités en fonction de la fréquence de leur présence. Mais donc Hercule quand même, sachant que vous savez, après ses travaux, Hercule il allait prendre des bains chauds à côté des Thermopyles, donc il avait un lien avec les bains chauds. Bon. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de divinités de ce genre, et puis en tout cas, il n'est pas dit que c'était Hercule qui guérissait. En revanche, en Gaule romaine, nous avons... Soyons chauvins. Exactement, parce que là, il y a quelque chose d'un petit peu sympathique et qui nous intéresse aussi. C'est le dieu... Alors, il a beaucoup de graphies. Donc, Borbo, Borvo ou Bormo, comme vous voulez, mais c'est le même. C'est un dieu qui, semble-t-il, est un dieu local et un dieu gaulois avant d'être gallo-romain, et qui s'apparentera ensuite à Apollon. On essaiera d'en faire un Apollon Borvo, vous voyez, quelque chose comme ça. Lui, en revanche, se retrouve très souvent dans les lieux thermaux alimentés par des eaux minérales naturelles. Et cette divinité, en revanche,
là encore, il n'est pas dit que c'était lui qui guérissait. Mais il est celui qui préside en Gaule romaine, quand même, aux sources thermales. Et alors, ce qui est sympathique, si vous voulez, c'est que Borbo, ça a donné, ou Borbo, Bormo, comme vous voulez, ça a donné Bourbon, Bourbon-Lancy, Bourbon-l'Archambault, Bourbonne-les-Bains, etc. Donc vous voyez, il est à l'origine des noms actuels de nos stations thermales françaises. Donc voilà, chers auditeurs, vous voyez comme on en apprend avec notre invité, donc avec Marie Guérin-Beauvois. Et, donc, voilà, ce Mont Borvo. Et maintenant, écoutez, le temps file, hein, vous êtes tellement, on apprend tellement de choses. Donc, chers auditeurs, je nous identifie. Donc, vous écoutez bien Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration du 10 juillet 2025. Et nous évoquons aujourd'hui le thermalisme romain avec Marie Guérin-Beauvois, qui est enseignante-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille et ancien membre de l'École française de Rome. Et notamment, elle évoque sa thèse, le thermalisme romain en Italie, aspects sociaux et culturels aux 2 premiers siècles de l'Empire, donc édité en 2015 par l'École française de Rome. Je vous rappelle que cette émission est préenregistrée. Passons maintenant, faisons un grand bond dans le temps, Marie, et passons de ce monde romain au 19e siècle, en Europe et plus spécialement en France, oui, avec l'apogée du thermalisme donc en Europe et en France, donc surtout durant le Second Empire, et qui n'est pas sans rapport avec ce thermalisme romain. C'est ça qui est étonnant, absolument. Donc, on a bien vu qu'il n'y avait pas quelque chose d'unifié dans l'Antiquité et on était bien loin du thermalisme thérapeutique qui a été mis en place en France à partir de la fin du 19e siècle. Mais il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent. On a vu tout à l'heure que notre divinité gauloise Borvo, donnait toutes ces stations thermales du nom de Bourbon. Nous savons aussi que beaucoup de nos stations thermales empruntent leur nom à des noms antiques, parce que d'ailleurs elles ont une origine antique, que ce soit Néry-les-Bains parce que la divinité locale c'était Nérios, que ce soit Aix en Provence, Aix-les-Bains ou Aix-les-Thermes parce que le nom vient d'Aquae. Nous avons quand même un patrimoine qui provient de l'Antiquité. Mais ce qui est amusant aussi, me semble-t-il, c'est que le monde français de la fin du 19e siècle emprunte aussi à ce qu'on vivait avant nous, à Carlsbad par exemple, qui a servi de modèle, ou à Bath. Si vous lisez, c'est plutôt pour les anglophones, mais sinon on lit du Jane Austen, les choses se passent beaucoup à Bath, lieu de tout d'ailleurs, de toutes les liaisons, de tous les repos, de toutes les aventures originales, et notre France du thermal de la fin du 19e ressemble un petit peu à ça. Mais aussi du début du 19e. Un personnage comme Eugène Scribe avait écrit un petit, il le dit lui-même, un petit vaudeville. Alors c'est un petit vaudeville qui date de 1822, donc c'est assez tôt. Oui, c'est tôt, oui. Et ce vaudeville s'appelait Les Thermes du Mont d'Or. D'or écrit à l'époque des apostrophes OR, mais ça se passe quand même bien à côté de la Bourboule, c'est vraiment ça. Et donc un petit vaudeville qui, en un acte très court, qui n'a pas une postérité formidable, mais qui évoque la manière dont on vit dans les stations thermales avant qu'elles n'aient un engouement énorme. On est en 1822, mais malgré tout, avec une grande verve. Donc vous avez les médecins thermaux qui sont assez caricaturés. Là, vous avez bien entendu les jeunes gens qui doivent se marier, les quiproquos qui vont se retrouver, les beaux-parents et les parents qui se rencontrent, enfin toutes sortes d'aventures qui se passent et qui aurait bien inspiré Molière. Qui aurait bien inspiré Molière. Et puis qui vont aussi très bien avec ce que disaient les auteurs anciens sur nos stations thermales. Bayard, qu'on a vu, mais beaucoup d'autres. Et c'est ça qui est amusant. Voilà. Après, il est vrai que ce thermalisme du Second Empire, il est à 2 vitesses, un petit peu comme dans l'Antiquité. Là encore, je ne veux pas faire d'anachronisme, mais c'est vrai que le phénomène est étonnant. Vous avez des lieux où il faut aller, je ne vais pas recommencer à mettre à parler en anglais, mais des endroits où il faut être, on va le dire en français. C'est parfait. Et vous avez donc, vous avez Plombières, où l'empereur se rend, vous avez il acquiert aussi une partie des sources. Vous avez Aix-les-Bains
Évian, Vichy. Et puis, vous avez ces petites sources dans un petit village au nord de Pau qui sont acquises par Napoléon III. Je crois que c'est lui-même qui les acquiert. Mais en tout cas, c'est lui qui est à l'origine du développement de ce qui s'appelle maintenant Eugénie-les-Bains. À l'origine, Eugénie-les-Bains, c'était juste quelques sources dans un petit village. Donc, au nord de Pau, Eugénie-les-Bains, c'est le lieu où l'impératrice Eugénie va venir. Et vous voyez, ce sont des lieux où, puisque l'empereur y est, il faut y être. Baïa, c'était pareil. L'endroit, pareil. Et autour de ces lieux thermaux modèles, je dirais, eh bien, va graviter une population riche que l'on va attirer par beaucoup d'éléments extérieurs. Donc, les lieux thermaux eux-mêmes, les thermes sont monumentaux. Très bien pourvus, avec là aussi selon les lieux, des douches, des bains, des baignoires, des pièces privatisables, etc. Vous avez bien entendu un casino, vous avez un opéra, un théâtre, vous avez des lieux de promenade. On se souvient de la promenade couverte à Vichy, par exemple, qui a été revue ensuite très art déco, avec cet art nouveau plutôt, Art nouveau, très joli. Vous avez des jardins dans lesquels on va se promener, mais où aussi on va se reposer. Et comme à Bath, et à Bath ça marche encore, vous avez au milieu du jardin botanique ou du jardin tout court un kiosque à musique où la population se retrouve pour des concerts, etc. etc. Donc c'est une sorte de lieu de sociabilité. Donc ça, ce sont nos stations thermales célèbres et fréquentées par la haute société. Mais là, j'en avais cité quelques-unes, mais beaucoup d'autres voient le jour, enfin, c'est pas voient le jour parce qu'elles existaient déjà, mais se développent à cette période-là. Donc aussi bien Luxeuil que la Bourboule, que le Mont d'Or qu'on a cité, et puis d'autres lieux assez étonnants qui ont une origine romaine, gallo-romaine. Mais écoutez, voilà, nous. Alors, Vichy. Je voudrais juste y revenir parce que j'ai appris récemment en fait, qu'il y avait eu à Vichy, dans l'île de Vichy, en fait, une réouverture du parc des Sources qui a été rénové, et puis dans lequel je crois on a élargi l'allée centrale, on a récupéré les eaux de pluie, donc ça c'est dans des soucis environnementaux aujourd'hui. Également, je crois il y a des fontaines qui sortent de terre, et puis réactualiser à nouveau le kiosque comme lieu musical. Voilà, donc c'est formidable. On y pense, mais c'est vrai que il y a cet engouement de nouveau. Alors, c'est vrai qu'avec Vichy, on voit cette importance de conserver le patrimoine et puis aussi de le faire évoluer, mais dans le bon sens du terme. Et il y a beaucoup de choses à Vichy. C'est énorme parce qu'il y a ce patrimoine du 19e, du 20e, et puis il y a l'Antiquité, puisque ça s'appelait Aquae Caldae. Il y a des ex-voto à Vichy, très nombreux, que là aussi un système muséographique peut mettre en valeur. Donc tout cela est très intéressant pour voir la continuité entre de l'Antiquité à nos jours. Alors même si les invasions barbares, même si des moments d'un petit peu il y a des moments de creux dans l'histoire, mais la fréquentation de ce lieu-là ne s'est pas démentie à travers les siècles, et on est revenu à Vichy parce que les eaux sont restées chaudes en fait. Comme pour votre grand-père. Comme pour mon grand-père, bien sûr. Et vous avez fait des cures vous-même ? Non, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que je n'ai pas fait de cure. Mais j'aime bien ces lieux, quand vous y allez, j'aime bien ces lieux un petit peu en dehors du temps, où on a l'impression que le temps se fige, où les choses sont ralenties, mais pas au sens négatif du terme, au sens que notre société stressée a besoin de prendre du temps, et ce sont des lieux où on peut là aussi, pardon pour le mot, mais se ressourcer, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et quand on va à Châtel-Guyon, dans toutes ces zones-là, Roya, vous avez une autre approche du temps et une autre approche de l'art de vivre. Et c'est très sympathique. D'où l'intérêt d'aller faire une cure thermale, chers auditeurs. Alors, vous nous disiez donc effectivement que des villes à part entière, finalement, au fin 19e, en tout cas au courant 19e siècle, ont été finalement construites avec aussi des
des lois qui s'appliquaient justement à ces villes-là, des lois spécifiques. Alors, Des lois, des règlements. C'est ça. C'est plutôt des habitudes qui faisaient force de loi. C'est un petit peu ça. Hein. On a un petit peu l'impression d'être en dehors du temps, je le disais, mais aussi en dehors des lois. Alors, dans l'Antiquité, c'était très clair. Hein, il y avait des choses qu'on faisait en dehors de ce qu'on n'aurait pas fait en ville. Oui. Et dans nos stations thermales au 19e siècle, fin 19e, ce que l'on voit, par exemple, c'est comme la fréquentation est ouverte à tous, eh bien, vous avez le rapprochement de populations qui ne se seraient jamais rencontrées ailleurs. Et donc, vous avez comme ça des liens qui se créent, des entreprises qui naissent, des commerces qui sont créés à cette occasion-là, parce que l'occasion est unique pour rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas ailleurs. Le thermalisme, en fait, présente un intérêt économique certain, finalement, oui. dans le Second Empire. Exactement. Et ça, il est vrai que c'est le basculement entre l'utilisation des eaux localement par la population. Il est évident, vous voyez, quand vous habitez dans un petit village au XVIIIe siècle et que l'eau est chaude, vous allez l'utiliser pour cuire vos légumes, c'est évident, hein, même si cette eau est sulfureuse ou autre chose. Donc, ou bien vous vous êtes rendu compte que c'était bon pour votre santé et de la même manière, vous l'utilisez. Mais le basculement vers une utilisation une exploitation même, hein, plus intensive, vient du modèle, donc je disais, hein, de Bath ou de Carlsbad, enfin d'autres stations thermales d'Europe, et puis donc de la prise de conscience qu'on pouvait faire du profit là-dessus. Hein. Donc on achète une municipalité ou un département, va acheter les eaux du lieu pour les mettre en valeur, et ainsi on va développer, le thermalisme dans certaines villes qui ne connaissaient pas d'engouement auparavant. Donc l'intérêt économique est certain, oui, absolument, oui. Et c'est vrai que donc l'empereur Napoléon III et Eugénie étaient coutumiers des cures thermales. Alors de cures thermales, je ne sais pas, mais il passait beaucoup de temps dans ces lieux, oui, exactement. Et beaucoup de sites thermaux ont donné à leur source le nom des empereurs, d'Eugénie notamment. Vous avez... les noms des sources, souvent, ce sont des noms latins, puisque quand nos sources, ce sont des sources antiques. Mais sinon, ce sont souvent des noms qui viennent de la famille de l'empereur, oui, pour montrer l'attachement de l'empereur à ce phénomène thermal. Et en dehors de Génie-les-Bains, est-ce que l'on sait si l'empereur avait un endroit particulièrement chéri, apprécié ? Alors ça, je pense qu'il faudrait ça a peut-être été étudié. Les études sur le thermalisme romain, à l'heure actuelle, plutôt 19e, presque contemporain, sont assez nombreuses, mais elles sont toujours locales. Il n'y a pas véritablement de grandes monographies d'accès facile. Alors il y a des monographies qui sont ou des grandes synthèses, mais qui sont scientifiques, qui ne sont pas toujours publiées. Donc là, c'est quelque chose que j'ignore. Vous voyez, il faudrait que je farfouille plus avant pour trouver tout cela. Mais je pense qu'il y a des publications. Si ça intéresse vos auditeurs, maintenant avec Google, on peut tout trouver. Donc on doit pouvoir trouver des choses intéressantes sur ces sujets-là. Alors parlons justement maintenant des ouvrages que l'on peut consulter. Alors déjà peut-être, là vous évoquiez, alors continuons au sujet du thermalisme du 19e siècle, et nous reviendrons au thermalisme romain. Quels sont les ouvrages ou les revues que vous pourriez conseiller de consulter à nos auditeurs, en dehors de votre thèse bien sûr ? Alors pour ce qui est du thermalisme plus récent, et même pour le thermalisme antique, je pense que la revue de la presse thermale et climatique, qui fête ses 150 ans cette année, les 150 ans de la Société thermale et climatique, je pense que c'est une mine. C'est une mine. Certains articles sont en ligne, pas tous. On peut s'abonner, il faut aller voir sur le site. Et à l'occasion des 150 ans notamment, il y a beaucoup de choses qui sont sorties et beaucoup d'articles mis à jour. Donc si on aime ce phénomène-là, si on s'intéresse au thermalisme, allez voir la presse thermale et climatique. Sinon, pour ce qui est de l'Antiquité,
il y a un ouvrage, c'est étonnant parce qu'il date de 1908, un ouvrage de Louis Bonnard et du docteur Percepied, qui... Ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas, hein, qui s'appelle tout simplement La Gaule thermale, et il n'y a jamais eu rien de fait de mieux. Alors, ça date de 1908. Ces auteurs-là sont allés voir les érudits locaux parce qu'en Gaule, enfin en France actuelle, c'est surtout ces érudits qui ont gardé les informations et qui les ont conservées. Et grâce à eux, nous avons des mines d'informations sur le passé des stations thermales locales. On en trouve dans toutes les stations thermales. C'est développé, c'est vraiment... Exactement. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est absolument. Et donc grâce cet intérêt. Grâce à, c'est ça. Ouais. Il y avait un intérêt pour ces lieux-là. Parfois, il y avait un médecin thermal sur les lieux qui s'est joint à, ou c'était même lui-même l'érudit local. Enfin voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un lien justement avec le côté sacré de l'eau, le côté parce que finalement l'eau c'est la vie aussi. Donc cet élément fondamental. Est-ce que voilà pourquoi? J'aurais tendance à penser que c'est plus utilitaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'eau est là et qu'elle est utilisable, on l'utilise et on est très heureux de pouvoir en tirer des bienfaits. Après, il peut y avoir un intérêt religieux. D'ailleurs, on le voit très souvent dans certaines sources, alors peut-être pas dans les stations thermales, mais vous savez, le passage de la tradition païenne au monde chrétien, on le voit souvent justement dans le passage d'un petit bassin qui était considéré comme sacré au temps des Romains et qui est ensuite attribué à un saint. Un saint local, notamment on le voit en Bretagne souvent, mais pas qu'en Bretagne. En Auvergne, c'est le cas aussi, dans le Berry, voilà. Ou à des sources, mais c'est vrai, des sources. Moi, je pense à Saint-Gien, qui n'est pas très connu, mais du côté en Provence, du côté du Vaucluse, il y a effectivement, et qui est donc un site de pèlerinage parce que considéré comme miraculeuse. C'est ça. Hein, et donc, on est passé de l'Antiquité païenne au christianisme, finalement, sans transition révolutionnaire, et avec beaucoup de naturel, et le Dieu... Comme quoi c'est possible. Le dieu antique a été supplanté par un saint local, ou pas forcément local, mais un saint qui va présider au miracle du lieu, chez les chrétiens. Alors ça, c'est pour le 19e, ou vous voulez rajouter d'autres... Donc pour notre Gaule thermale, eh bien, ce que j'aimais bien chez Bonnard et Percepied, qui sont de 1908, c'est quand même très ancien, c'est la liste complète. Donc vous pouvez aller chercher ça. Alors, il y a une réédition, mais là encore, on peut les retrouver, je pense, aussi par morceaux sur Internet. Et vous avez une liste donc de tous les lieux thermaux. Je ne sais pas si elle est exhaustive, mais vos auditeurs peuvent aller chercher. Il y a quand même beaucoup de choses de dites et de faits. Et puis peut-être que nous avons des étudiants-chercheurs aussi, ou futurs chercheurs en tout cas, qui s'intéressent au sujet. Donc c'est intéressant, c'est fondamental même de savoir où, quoi, etc. Ah oui. Et alors revenons maintenant à des ouvrages concernant le thermalisme antique. Alors, qu'est-ce que ça doit pas être évident de trouver? Rien n'a été fait réellement parce que c'est votre travail, il faut quand même le dire, même si je vous sais très modeste, mais reconnaissons-le, chers auditeurs. Voilà, Marie Guérin-Beauvois a fait un travail remarquable avec sa thèse qui n'avait jamais été réalisée. Alors, et je me suis limitée à l'Italie, donc heureusement. Il y a quelques écrits qui sont en cours et qui ont été publiés pour la Gaule. Alors, la plupart du temps, ce sont des écrits de jeunes chercheurs. Ce sont des monographies, ce sont des articles, il faut vraiment aller chercher. Bon, pareil, c'est du Google, on tape Aix-les-Bains, et on trouve sa propre bibliographie. Mais on a un jeune chercheur de l'université de Padoue qui s'appelle Matteo Marcato, qui a fait une thèse qui s'intitule Le thermalisme dans les provinces occidentales de la Gaule. Donc voilà, nous y sommes, et il est disponible en ligne. Alors, par rapport à mon travail, moi je suis littéraire, et donc mes sources antiques sont surtout des sources littéraires. J'ai traduit des textes. Lui, il est visiblement plus archéologue, mais là aussi, l'avantage, c'est que par rapport à la liste des lieux thermaux que nous avions, qui datait de 1908, lui, il met les choses à jour, et nous avons une série
de sites qui apparaissent et qui sont très intéressants. Moi, je ne savais pas que le boulou avait une origine antique, et donc là, on l'apprend, etc., etc. Donc, c'est très intéressant, et c'est disponible en PDF sur Internet. Donc, C'est amusant parce que vous avez vraiment eu des thèses croisées, c'est-à-dire l'Italien qui s'intéresse à la Gaule, et vous, Française, qui s'intéresse à Rome, à l'Italie. D'autant que je connais bien ceux qui ont, les professeurs qui ont dirigé sa thèse, Paola Zanovello notamment, parce que c'est grâce à elle que j'étais allée visiter Monte Grotto Terme, à côté d'Abano Terme, dans la région de Padoue, et où j'avais trouvé les lieux absolument incroyables. On est au milieu des Colli Ganei, donc c'est très réputé aussi pour le vin, donc il n'y a pas que de l'eau dans ce coin-là. Mais on revient à la gastronomie. Quand même. Et ce sont des lieux très très beaux, et où les vestiges antiques sont très nombreux. Et donc voilà, ce jeune Italien est venu en France pour sa thèse. Voilà. Et c'est la seule monographie complète et synthétique. Sinon, ce sont des petits ou grands articles, mais qui sont toujours très intéressants. Bien, écoutez, Marie Guérin-Beauvois, vraiment, nous arrivons au terme de cette émission, sans jeu de mots non plus. Décidément, c'est facile, c'est facile. Qu'est-ce que vous conseilleriez, donc à un jeune chercheur qui s'intéresserait Est-ce qu'il y aurait une thématique particulière ou... Alors, là, en France, on pourrait s'intéresser au thermalisme en Gaule. Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. En archéologie, bien sûr, mais surtout, il me semble qu'on pourrait exploiter justement les textes des érudits locaux, et Internet nous permet maintenant d'avoir à disposition des choses qui jusque-là étaient très difficiles d'accès, et donc il est très possible de lire ces érudits locaux à la lumière de ce que nous connaissons maintenant. Quand je dis érudits locaux, la plupart du temps, c'est 19e, début 20e, des médecins thermaux vous disiez, donc ces gens-là qui avaient une science, une connaissance de l'Antiquité, mais relire ça à la lumière de ce que nous savons à l'heure actuelle, je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant, aussi bien pour des étudiants qui veulent faire une petite recherche rapide, un article, ou bien peut-être certains veulent un travail un petit peu plus approfondi et peuvent élargir leur champ de recherche à une région, à une grande ville, je ne sais pas. Et je voulais vous demander aussi, est-ce que parmi les auteurs antiques, il y en a un que vous préférez? Oui, il y en a un que je préfère. Concernant le sujet. Concernant le sujet. Oui. Oui. J'aime beaucoup Sénèque, en fait. J'aime beaucoup Sénèque par la variété du personnage. C'est quand même le précepteur de Néron. Quand on connaît Néron, on se demande comment un homme comme Sénèque, un sage, un stoïcien comme Sénèque a pu avoir comme élève un personnage comme Néron, dont on connaît la suite. Alors, mais ça, c'est une question. Ça, c'est autre chose. Mais sur le plan de l'eau, il a écrit, il est connu pour beaucoup de choses, des écrits philosophiques, beaucoup de choses aussi comme dramaturge. Il a écrit des tragédies, mais il a écrit ce qu'on appelle les questiones naturales, qui sont des questions naturelles, et il fait œuvre là de recherche encyclopédique. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé son regard sur les eaux, sur tout ce qui est phénomène un peu étonnant de la Terre. Et oui, j'ai une petite tendresse peut-être pour Sénèque, malgré tout. Pour Sénèque, Très bien. Et peut-être une question subsidiaire, mais que pensez-vous, votre thèse, donc, elle a été publiée en 2015, donc il y a 10 ans, mais déjà, vous l'avez faite avant et réalisée avant. Est-ce que vous avez un regard sur le monde, justement, des chercheurs enseignants dans ce domaine actuellement? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Alors, vous allez me dire oui, certainement grâce à Internet et grâce à l'IA maintenant. Mais quel est votre regard, même s'il n'y a que, on va dire, une dizaine, quinzaine d'années? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Rien que, vous voyez, pour Baïa, le fait que le bardicéisme nous a donné, nous permet de trouver beaucoup de choses. Si, ce qui est incroyable, c'est... alors moi, bien sûr, encore une fois, je m'occupe des textes anciens. Donc là,
pas grand-chose ne peut changer. On a le texte en lui-même. On ne peut pas découvrir de nouveaux... Enfin, ce serait formidable de découvrir de nouveaux manuscrits, mais ça n'arrive pas tous les jours. En revanche, en matière d'archéologie, ce qui est incroyable, c'est les reconstructions numériques. Ça, c'est évident que quand on voit à partir de quelques tessons apparaître quelques morceaux, on voit apparaître une statue. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça change le regard et ça passionne aussi davantage, ça motive davantage. Et ça, c'est certain. Mais c'est vrai que mon sujet n'est pas comme il est à la marge de beaucoup de sujets, comme vous l'aviez fait remarquer, il est un peu médical, mais pas vraiment médical. Et un petit peu comme pendant longtemps, on a considéré que le thermalisme ne faisait pas partie de la médecine. Bon, les collègues qui sont en histoire de la médecine, ils ne sont pas trop fans de tout cela non plus. Et donc, ce sujet-là, il reste encore à découvrir et à approfondir. Donc ça, c'est une chose. Et la seconde, est-ce que le thermalisme aujourd'hui est reconnu? Pas toujours, pas par tout le monde. Il est remboursé par la sécurité sociale. Il est question peut-être que ça change, mais bon, on ne verra pas. On verra la suite. Là, c'est pareil. C'est quelque chose qui est encore discuté. Et dans certaines universités, vous avez quand même des chaires de médecine thermale. Donc là, ça prouve que le phénomène est reconnu. En tout cas, ce qui est reconnu, c'est dans notre civilisation du bien-être, et qui met le bien-être de la population en premier. Eh bien, le thermalisme participe de tout ce mouvement-là, et en cela, au moins, il est reconnu. Mais le côté thérapeutique même, en tout cas pour des maladies à long terme, des maladies chroniques, ok, pour des maladies aiguës, certainement pas. Mais c'est pas son rôle non plus. Grand merci Marie Guérin-Beauvois. Vraiment, vous nous avez passionnés. En tout cas, vous m'avez passionné, mais j'imagine que c'est le cas aussi de nos auditeurs. Voilà, nous sommes vraiment au terme de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez encore une fois intervenir via le secrétariat ou Internet pour poser des questions que je transmettrai à Marie Guérin-Beauvois. Chers auditeurs, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie aussi pour votre fidélité, donc de votre écoute à cette émission, mais également pour la radio qui a bien besoin de vous, comme vous le savez. C'est vrai qu'on vous le dit très souvent, mais encore une fois, sans vous, elle n'existerait pas, cette émission n'existerait pas. Donc, merci de ne pas l'oublier pendant cet été. Voilà, et j'espère que vous aurez été sous le charme de Marie Guérin-Beauvois. Donc, je rappelle le titre de sa thèse, Le thermalisme romain en Italie, aspects sociaux et culturels aux 2 premiers siècles de l'Empire, édité en 2015 par l'École française de Rome. Grand merci Marie Guérin. Merci beaucoup, Pascal. Au mois prochain et très bel été.